Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut à tous. Juste avant de commencer cet épisode, je souhaitais remercier Square Champs qui m'a permis de réaliser cette interview formidable. J'adore Square Champs car ils ont pour mission de transmettre les valeurs du sport de haut niveau dans les entreprises et les associations. Ils organisent des conférences, des ateliers, des événements de team building avec des champions vraiment inspirants et accessibles. Vous l'avez compris, avec Square Champs, nous partageons énormément de valeurs en commun. Et je remercie Brian, son cofondateur, pour m'avoir fait confiance et mis en relation avec ses champions pour enregistrer des épisodes d'exception. Donc si vous êtes entrepreneur, DRH ou que vous souhaitez tout simplement faire intervenir des champions dans votre entreprise, rendez-vous sur squarechamps.com et dites-leur que vous venez de ma part. Et vous serez très bien reçu. Bon épisode. Salut Nordine. Salut. Écoute, merci beaucoup de me recevoir au Top Rank dans ta salle. C'est ta salle à Bagnolet. Je suis vraiment très content de te rencontrer aujourd'hui parce que je connaissais très peu la boxe. Tu vois, j'ai pratiqué un peu de boxe française quand j'étais plus jeune. Ça a jamais été trop mon sport. J'ai même jamais été vraiment adepte des sports de combat. Et quand j'ai dû préparer l'interview, j'ai vraiment dû sortir de ma zone de confort, apprendre des nouvelles choses, apprendre des nouveaux termes, apprendre une nouvelle discipline. Et je suis vraiment ravi de l'avoir fait parce que j'avais peut-être des a priori sur ce qu'était la boxe, vraiment. Et moi, j'ai vu énormément de valeurs en toi, j'ai vu énormément de belles choses et qui ont un peu contredit ce que je pensais. Tu vois, j'ai vu beaucoup d'humilité, beaucoup de sincérité, des valeurs aussi très humbles. Et du coup, bon, on va en reparler, ça serait vraiment cool. Mais comme je te le disais, la première question du podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport? Mon premier souvenir de sport, c'est tout simplement, j'étais encore gamin. J'étais parti dans un premier gala, c'était du pied-point en boxe taille, pas loin de chez moi, à Rouvroy, la salle Pidou. Et j'avais tous mes trois frères qui boxaient. Et on était partis avec le papa, la maman, les frères et les sœurs. C'est un beau souvenir, j'ai encore les images aujourd'hui en parlant, mais c'est ce qui m'a aussi donné envie de créer mon histoire dans une discipline de sport de combat. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais l'âge de 8 ans, 7-8 ans. Et t'as combattu? Non, moi j'ai pas combattu, j'étais venu supporter mon frère et j'étais un adepte des sports de combat et je l'ai suivi un peu partout. D'accord, ouais. Parce que du coup, pour les gens qui te connaissent pas, tu as une très grande famille. Je crois que vous êtes 11 frères et sœurs. Non, on est 18 frères et sœurs. Donc on a 12 frères et 5 sœurs et je tiens à préciser du même père et de la même mère. Wow. Donc je tiens à féliciter ma maman car elle a eu beaucoup de courage. Et mon papa, lui aussi, félicitations. Après, il n'est pas là pour pouvoir voir tout ce qu'on a fait, paix à son âme. Mais moi, je peux que avoir du respect pour eux. Et c'est aussi ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Ouais, et vous êtes nombreux à avoir pratiqué des sports de combat dans la famille. Je crois que vous êtes vous êtes une famille très boxeuse, quoi, non? Oui, bien évidemment. On a été comment dire, élevés
à faire du sport, pas spécialement de la boxe, mais j'en ai qui ont fait du judo, du karaté. Après, on s'est plus dirigé vers la boxe. Donc, tout simplement, car j'ai mon grand frère Moussa, c'est un peu lui, le pilier qui nous a ramené dans la discipline, hein, il nous a ramené dans le pied-point. Ouais. Et après, une fois que le pied-point, mon frère Moussa a commencé le pied-point, il y a mon frère Ali, qui est aujourd'hui mon entraîneur et mon mentor, car c'est lui qui m'a mis à la boxe anglaise. Ouais. Moi, au départ, j'étais amoureux du pied-point. Okay. Étant jeune, moi, je partais voir mes frères boxeurs en pied-point et je faisais un petit peu partout. Je venais du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à Paris, un peu partout pour les soutenir. Et moi, c'était vraiment un kiff. J'aimais vraiment ce sport. Et aujourd'hui aussi, je trouve que c'est un beau sport. Après, il n'y a pas les mêmes, la même reconnaissance, elle n'a pas les mêmes, perspectives sportives que la boxe anglaise. Donc, mais moi, dans un premier temps, moi, j'aimais le pied-point. Et j'ai fait de la boxe anglaise tout simplement car à l'époque, au pied-point, on n'acceptait pas les jeunes. Donc moi, j'ai l'âge de 8 ans, j'étais trop jeune. Et moi, j'ai mon frère à chaque fois, surtout notamment mon frère Moussa. Toujours, il se prenait un petit peu la tête avec l'entraîneur parce que l'entraîneur, il a pas le droit, il est trop jeune. Indirectement, l'entraîneur, il a raison. Question d'assurance, c'est vrai, t'as pas le droit. Ouais, il peut t'arriver des soucis. Voilà, ouais. tu peux t'arriver. Et puis, après, mon frère, il me faisait un petit peu le forcing parce que il savait que moi, c'était un sport que j'aimais, que j'avais envie. Et j'ai mon frère Ali, que lui, il avait commencé à faire de la boxe anglaise pour améliorer son pied-point. Et de là, il m'a dit, Nordine, va dans la boxe anglaise et tu me remercieras plus tard. Et moi, au début, j'étais pas attiré par la boxe anglaise. Et j'ai commencé à découvrir, j'étais à la salle. Et j'ai été surpris parce qu'il y avait la boxe éducative. La boxe éducative, quand t'es jeune, c'est de la boxe où t'apprends beaucoup, Ouais. où les coups ne sont pas appuyés. Après, t'apprends toutes ces valeurs de respect, de travail, du respect de soi, du matériel. Donc moi, j'ai bien aimé ce cadre et j'ai bien aimé aussi l'entraîneur. Hein, l'entraîneur qui à l'époque c'était Mohamed Nishan. Aina Beaumont qui m'a entraîné. Après ça, celui qui m'a vraiment suivi dans ma carrière éducative, c'est Robert Pantini. Ouais. J'ai encore des très bons contacts avec. Il a réussi à me donner l'amour de ce sport. Ouais. Et à partir de là, j'ai jamais abandonné. Tu sais comment il te l'a transmis un peu, cet amour de la boxe? Bah moi j'ai aimé, c'est par rapport aux valeurs, les valeurs de la discipline. Après surtout c'est le travail qui va primer sur les qualités. Il y avait des qualités mais aussi il fallait travailler et surtout je pouvais m'en vouloir qu'à moi-même sur le ring si je gagnais ou je fautais ou pas. Ouais. Donc parce que moi j'ai commencé un petit peu à faire du foot et j'aimais pas du tout parce que je pouvais pas jeter la faute sur les autres et ni sur moi-même car c'était pas de ma faute. Donc j'ai toujours été une personne un petit peu solitaire et je pense pour être un grand champion et surtout dans les sports individuels, même dans les sports collectifs, hein, quand on voit Cristiano, Ouais. il en fait 3 fois plus que les autres, il est pas là aujourd'hui pour rien. Donc je pense que quand tu es un sportif de haut niveau et tu es un champion, faut avoir aussi cet aspect un petit peu solitaire Ouais. et attendre après personne. Ouais. On ne doit pas te prendre par la main pour aller t'entraîner. Donc savoir aussi se mettre en avant et se faire mal et se bousculer, aller au-delà de ses limites sans pour autant quelqu'un te les demander. Ouais. Est-ce que tu te rendais compte de tout ça quand tu étais un enfant que à la boxe c'était énormément de travail, que les champions ils devaient s'entraîner des heures et des heures par jour? Tu t'en rendais compte quand tu étais plus jeune ou c'était vraiment plus le jeu qui te faisait plaisir? Au départ, non, bien évidemment, car j'étais là par le plaisir et c'était surtout du plaisir. Moi, je partais à la salle. Et même mes frères, ils me faisaient du chantage. Ils me disaient, Nordine, si tu travailles pas bien à l'école, tu viendras pas à la salle. Parce que moi, à C'est l'époque, génial, c'est ton cadeau, quoi. voilà, c'était mon cadeau parce que moi, à l'école, j'avais besoin de la boxe. Moi, la boxe, ça m'a permis de m'assagir. J'étais un enfant avec beaucoup d'énergie, Ouais. qui avait un petit peu la tête dure, donc j'écoutais pas spécialement. Donc moi, la boxe, ça m'a apporté surtout la sérénité et surtout être plus, on va dire entre guillemets, plus sociable parce qu'on discute avec d'autres personnes, on voit des personnes avec des objectifs. Donc après, on se donne des objectifs aussi bien dans la vie personnelle que sportive. Donc moi directement, ça m'a permis de me recadrer. Pourtant, j'avais le respect, tout ça, mais
il me fallait ce petit truc en plus. Et moi, j'en avais besoin. Et la boxe, ça a fait que ce que je suis aujourd'hui, je pense que j'aurais pas fait de boxe. Je pense pas que j'aurais ce statut en dehors d'être sportif. Enfin, moi, je parle dans la vie professionnelle. J'aurais pas ce statut-là car j'aurais pas eu ce déclic. Ok. C'est le déclic. Et le déclic ce déclic m'a permis d'avancer dans la vie. Ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, de prime abord, on n'inscrirait pas un enfant un peu agité, un peu têtu, on l'inscrirait pas à la boxe parce qu'on se dirait ça va renforcer encore plus. Et toi, tu te dis que ça t'a, il y a un petit téléphone qui vibre. Mais tu vois, on aurait pu penser que ça renforcerait ça, mais toi, ça t'a vraiment beaucoup assagi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu dis à des parents? On te voit souvent, je sais que tu es assez impliqué dans le milieu associatif, tu vois souvent les jeunes ici qui s'entraînent avec toi. Est-ce que tu leur dis ça aux parents, que c'est sur le long terme, c'est un sport qui permet de trouver la sérénité, le calme, le respect? Évidemment que je leur dis, et surtout, c'est que quand ils font le saut, eh ben, ils peuvent voir l'évolution de leur enfant. L'enfant, il est plus à l'écoute. Moi, j'ai eu des enfants, même ici, qui viennent ici. Et ils étaient à l'école juste en bas, à l'école Jules Curie. Ouais. Et la maman, elle avait un enfant, c'est vrai qu'il avait il était encore plus que moi quand j'étais jeune. Vraiment, elle écoutait pas du tout. Mais les premières séances, ça a été compliqué avec. Mais au bout de quelques séances, elle a commencé à s'assagir, à écouter les règles, à prendre du plaisir avec ses camarades de salle. Et indirectement, ça s'est retranscrit au niveau de l'école, tout simplement. La prof nous a dit, ouais, on comprend pas, et ça s'agit, parce que la maman, la prof, elle est partie voir la maman pour lui demander ce qui s'est passé. Et c'est là qu'elle lui a dit, ben, aujourd'hui, il fait de la boxe. Et c'est vrai que on pourrait croire que faire de la boxe, ça va rendre plus nerveux l'enfant, mais pas du tout. On lui apprend ses valeurs, on lui apprend à gérer ses émotions. Souvent, quand un enfant est agressif ou il n'est pas à l'écoute, c'est qu'il a besoin de trouver sa place. Il a un manque. Il a un manque et il fait beaucoup entre guillemets du cinéma parce que un enfant quand il crie ou quand il pleure, c'est pour se faire montrer, pour qu'on prenne conscience, je suis là. Et indirectement, c'est lui faire montrer, grâce au sport, tu peux t'accepter toi-même, tu peux aussi t'affirmer, mais pas pour autant, tu dois pas ne pas écouter les règles. Tout simplement, les adultes, tu dois être à leur écoute. Et nous, on leur dit ici à la salle, à l'école, le professeur ou la professeure, c'est normal que tu l'écoutes à tort ou à raison. Ouais. Tu écoutes. Après, si tu as raison, bah, tu le fais savoir. Et si c'est pas le cas, bah, tu t'en parles à tes parents, mais tout dans une démarche constructive et non être l'effet inverse, se braquer et faire le contraire de ce qu'on t'a demandé. Ouais. Donc le fait de faire du sport, ça les permet de les canaliser. Moi je prime ces valeurs-là car moi ça m'a servi. Et aujourd'hui, j'ai envie, et quand je discute avec différents parents, et même avec mes neveux, mes nièces, quand on me demande, ouais, Nordine, est-ce que la boxe, ça serait bien et tout, moi je leur dis, bien au contraire. Je demande pas qu'on fasse de la boxe pour être champion. Pas du tout. Moi, je veux surtout qu'on soit des champions de la vie. Et grâce à la boxe, on peut leur apporter beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait pas leur apporter en tant que parents. Moi, aujourd'hui, j'ai des enfants et plus tard, je la mettrai dans le sport. Je veux pas qu'elle soit championne. Je veux juste qu'elle apprenne ses valeurs, qu'elle ait aussi une confiance en elle. Parce qu'une personne qui a confiance en soi, c'est une personne qui fait pas de bêtises, ne fait pas de conneries, ou ne fait pas des choses extravagantes juste pour se faire remarquer. Ouais. Donc c'est très très important. Et moi je pense que au-delà de la performance, surtout l'enfant, c'est de lui trouver un cadre et un rythme, une confiance en soi. Et après, si l'enfant n'aime pas la boxe, quand je parle de sport, après la boxe, elle partage beaucoup de valeurs. Moi, je connais parce que c'est ce que j'ai pratiqué. Mais après, je pense que dans les autres sports, ça doit être équivaut. Il doit avoir aussi ses valeurs. Donc moi, je pense que les enfants d'aujourd'hui, la priorité, c'est de les mettre aussi dans une association sportive où ils prennent plaisir. Parce que l'enfant, faut pas le forcer. Ouais. Moi, ce qui me concerne, on m'a jamais forcé. J'ai fait de la boxe car je voulais en faire et je pleurais pour y aller. Donc, pour ça, aujourd'hui, à l'âge de 33 ans, je suis encore dans la discipline.
Ouais. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant ce que tu dis. On voit que c'est un sujet qui te touche beaucoup, qui va être super important pour toi. Je pense que puis c'est enfin, il y a aussi une histoire de famille avec la boxe. Toi, c'est à quel moment que tu découvres un peu le haut niveau dans la boxe? À quel moment que tu te dis, ah tiens, je pourrais peut-être en faire ma vie et je pourrais peut-être devenir pro. Alors après, toi, t'as eu un parcours très long, tu vois. T'es arrivé pro en 2014, je crois. Oui. Mais à quel moment tu te dis, ok, j'ai vraiment envie de tout essayer dans ce sport? Moi, je me suis donné vraiment, moi, le déclic, c'est où je me suis vraiment mis vraiment sérieux. J'étais déjà sérieux, hein. Mais le déclic où j'ai vraiment été sérieux dans les études, dans le sport, c'est au décès de mon papa. Ça aurait pu me détruire, mais moi, ça m'a fait grandir. Ouais. Ça T'avais quel m'a, âge à ce moment-là? J'avais 14 ans. Je Ouais. venais d'avoir 14 ans. J'allais sur mes 14 ans. Donc, mon papa, il est décédé en août. Et le 1er août, moi, mon anniversaire, c'était le 4 août. Donc, j'allais avoir 14 ans. Mais c'est ce qui m'a permis aussi de grandir. De grandir, tout simplement, pour se dire, dans la vie. Parce que quand t'es petit, tu vois ton papa comme indestructible. Tu le vois qu'il ben, il va jamais partir. Pourtant, il nous le disait, tu sais, je serai pas toujours là. Donc, le plus important, c'est les études, respecter les gens, se respecter, respecter ce qu'on te dit, écouter. Et les études, c'est le plus important. Donc, nous, on a eu ces valeurs-là, mais entre ton papa te le dit et quand tu le vois vraiment, c'est différent. Et surtout quand t'es jeune, À 14 ans, ouais. 14 ans, ça fait mal. Et moi, je l'ai vu, mon papa décédé. Donc, ça m'a fait beaucoup de mal, mais en même temps, ça m'a fait grandir. Et j'ai su surtout que dans la vie, plus tard, tu vas devoir compter sur toi. Et papa, maman, ils sont là, oui, mais on sait pas combien de temps. Ouais. Et il faut construire son avenir. Et il faut se donner les moyens. Donc, de là, moi, je me suis dit, Nordine, j'ai été plus sérieux à l'école. À partir de la quatrième, souvent on dit au collège, la quatrième, c'est le plus dur. Pour moi, c'est les années quatrième, troisième, ça a été les plus faciles parce que je me suis investi d'autant plus dans les Ok. études. Alors que normalement, ça devrait être plus dur. Parce qu'entre la sixième, cinquième, mais de la cinquième à la quatrième, souvent, on éprouve des difficultés ou on a des appréhensions. Moi, pas du tout, parce que j'avais compris surtout que dans la vie, on peut compter, bah, il y a les parents, mais surtout, on peut compter sur soi-même. Ouais. Donc, et surtout, c'est à nous aussi, après, en grandissant, d'aider nos parents. Donc, moi, je me suis plus concentré sur les études. Et je me suis mis à rêver aussi, parce que je me disais, Nordine, j'ai envie de rentrer en équipe de France. L'équipe de France, rentrer, c'était, waouh, c'est un summum pour moi, parce que venant d'une petite ville comme Drocourt, dans le Nord-Pas-de-Calais, d'un petit club de Hénin-Beaumont, après qui a formé pas mal de bons boxeurs, mais on vient du Nord-Pas-de-Calais, on se retrouve dans la capitale, vouloir aller dans la capitale, c'est un peu un rêve de gamin de se dire, te retrouver dans l'équipe de France où tu vas représenter ton pays, c'est énorme. Donc, c'est là que je me suis dit, Nordine, quand j'ai pris mon premier titre de champion de France, et j'ai été aussi élu meilleur cadet, et été élu meilleur cadet dans le tournoi, je me suis dit, Nordine, moi j'ai envie d'aller en équipe de France, et j'avais aussi un exemple, hein, entre guillemets, parce que j'ai Ouais. mon frère aussi Ali, qui était en équipe de France, donc j'avais aussi un exemple de réussite sportive, mais après j'avais aussi un exemple aussi dans ma famille, un exemple de réussite aussi au niveau des études. J'ai mon grand frère Monseigne qui faisait des longues études pour être ingénieur. Ouais. Donc j'avais ces deux projets avec mon frère Memali qui avait fait ses études. Donc j'ai eu la chance. J'ai eu la chance d'avoir des frères qui étaient sérieux. Parce que Ouais. je pense qu'ils n'auraient pas eu cette rigueur. Est-ce que je l'aurais eu? Je sais pas, parce qu'en tant qu'enfant, souvent tu idéalises bah, ton grand frère, ton papa, ton maman, mais quand ton papa n'est plus là, t'as tes grands frères. Mm. Et lui, ce qu'il a fait de bien, mon papa, père son âme, c'est qu'il leur a donné ces belles valeurs. Et Ouais. moi, j'ai pu les apprendre pendant son vivant, mais quand il n'est plus là, j'ai pu continuer à suivre ces valeurs-là grâce à mes grands frères. Ouais. Vous avez l'air très soudés entre frères. Est-ce que est-ce que par moment, tu vois, c'est pas un peu c'est un peu spécial, tu vois, comme relation. Moi, je sais que si j'étais le coach de mon petit frère, je pense qu'il se sentirait peut-être pas très à l'aise. Est-ce que vous en parlez entre vous, de la relation que vous avez, ou est-ce que c'est quelque chose de naturel, en fait, tout simplement de transmettre ça entre les générations? Pour moi, c'est naturel. Ouais. C'est vraiment naturel, c'est fait avec le cœur. Et surtout,
Moi, si je suis passé professionnel, parce que moi, après les Jeux de Londres, j'avais arrêté. Ouais. Et en étant sincère, je vais pas mentir, ça manquait pas du tout. La Ouais. boxe, j'aime la boxe. C'est une très belle discipline, elle a des très belles valeurs. Mais après, au niveau olympe, malheureusement, il y a beaucoup de corruption, et pas que dans la boxe, parce que je vais pas pour être que de la boxe. Ouais. Moi, je connais tous les sports du haut niveau maintenant, Mm. avec grâce à mon passé. Maintenant, je connais le milieu, je sais comment ça se passe, et malheureusement, quand il y a un jugement humain, que ce soit dans le foot, dans ce qu'on veut, Ouais. jugement humain dit que, arrivé à un moment, les jurés peuvent se faire amadouer, ils ont plus de préférence pour telle personne ou telle personne. Et de Et arrivé à l'émotionnel, un ouais. moment, on ne juge plus la performance. Et moi, c'est ce qui me désole et ce qui me, je vais être cru, c'est ce qui me dégoûte, de voir ça. Parce qu'on peut pas enlever des rêves d'un gamin comme ça, alors que t'as gagné, t'as gagné. Les valeurs du sport, c'est que le meilleur gagne. Ouais. C'est pas le plus entouré, le plus aimé, le plus aidé, pas du tout. C'est le Mm. meilleur. Et moi, j'ai eu 2 échecs controversés, parce que j'aurais perdu, au Bien contraire. sûr. Perdre de manière affirmative, il n'y a pas de souci. On n'est pas le meilleur. Aujourd'hui, je suis champion du monde. Je sais, j'ai encore à apprendre, je peux perdre, il n'y a pas de souci. Mm. Par contre, perdre injustement, c'est très dur à faire comprendre ça, surtout à un gamin. De se dire, t'as gagné, mais non, t'as pas Ouais. gagné, t'as perdu. Et ça, c'est ce qui est plus dur à accepter, à digérer, que d'avoir une défaite. Une défaite, c'est normal. Bon, peut-être dans ta préparation, t'as pas été bon, ou à certains moments, t'as pas été sérieux. Tu peux trouver une excuse ou dire, faut que j'améliore ça ou ça ou ça. Mais quand t'as gagné, et Mm. surtout les Jeux Olympiques, moi, je les ai toujours vus d'une manière noble, ou quel que soit le sport, ça doit être correct. Ouais. Mais après, avec le temps et Tu le t'en fais une recul, image, ouais. je comprends que quel que soit le sport, parce que je connais beaucoup de sportifs, malheureusement, il y a de Ouais. la corruption un peu partout. Et j'espère vraiment que ça va évoluer. Et aujourd'hui, en boxe, ça évolue au dernier jeu. Mm. Espérons qu'à Tokyo, ça va continuer. Donc, T'es- on n'a pas subi de vol à À Rio. Rio. On n'a pas suivi de vol parce que on a payé les pots cassés de Londres. Donc, il fallait bien qu'ils se rattrapent parce qu'à Londres, on a eu 2 catastrophes. On aurait dû ramener au moins 2 médailles. Ouais. Et sans se gonfler, on aurait dû ramener 2 médailles d'or. Ouais. Voilà. Et il y avait moi-même Et et tu- Vastine, perd son âme, Bien qui sûr. méritait d'aller chercher l'or. On nous a Ouais. enlevé nos rêves. Après, lui, ça l'a détruit plus que moi. Moi, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, si, en descendant du ring, et c'est ce que j'ai fait, en descendant du ring, je suis resté serein. Je vais pas péter un plomb Tu te pour fais éliminer rien. en quart, c'est ça? C'est en Ouais, quart. porte de la médaille. Ouais. Et quand tu sais que le champion et le finaliste, c'est des gars que je bats, dans l'année, ça fout encore plus les boules. Mais malheureusement, ça a été la même comme pour Pékin. Donc tu te dis, moi, à Pékin, j'étais jeune. Ouais. J'avais 21 ans, première Olympiade. Donc pour moi, déjà aller aux Jeux Olympiques, déjà on me voyait même pas aller à Pékin. Moi, on me voyait déjà pour Londres. Et Ouais. moi, quand je suis arrivé en équipe de France, je leur ai dit non, moi je veux Pékin. Donc il y a eu de la concurrence. Et j'ai gagné la place et je me suis qualifié. J'ai été médaillé dans les plus gros tournois. Donc j'ai été aux Jeux Olympiques. Mais quand on m'a mis perdant, et encore on m'a mis perdant, pas face à n'importe qui, Zhou Shiming, qui était médaillé de bronze juste aux Jeux d'avant, à la fin il termine champion olympique. Ouais. Et c'est un gars que normalement que je gagnais. Malheureusement, il y a eu une décision controversée, mais très serrée. Match nul, ils l'ont mis Ouais, match nul, c'était. préférentiel aux Chinois, mais il y a une touche à la fin qu'on ne sait pas d'où elle vient. Mais normalement, c'est un boxeur qui aurait dû même être éliminé, parce qu'après coup, j'ai pu savoir qu'il y avait 5 juges du continent asiatique. Normalement, c'est un juge par continent. Ouais. Mais bon, après, la corruption. C'est la corruption qui a fait que, ben lui, c'était vraiment une star. À la base, c'est le Zizou, ici en France. Il faisait des pubs, non, mais sincèrement, avec des pubs avec Nike, Coca-Cola, des affiches. Moi, Ouais. quand je l'ai boxé, c'était la première fois que je boxais, il y avait plus de 15 000 personnes pour lui. Tous pour Zhou Shiming. Et à la fin, c'est un combat, je gagne. Et à 15 secondes à la fin, je gagne encore le combat et on lui met une touche qui vient de nulle part. On le met gagnant, préférentiel. Mais personnellement, je l'ai pas mal accepté parce que bah après c'était un très grand boxeur, c'était un combat serré, mais je dois gagner, mais c'est serré. Donc après moi, pour moi, je pars du principe quand c'est serré, bon, malheureusement c'est passé à côté, c'est pas grave. Puis je me voyais, bon, j'étais encore jeune, donc je me suis dit, on va faire le prochain jeu parce que moi je voulais faire la médaille. C'est ta première désillusion? Ah non, C'est la avant ça, première fois que tu te rends non, compte que la boxe, pas du tout. avec le jugement, non? Alors, bah, déjà en éducatif, j'en ai eu des Des désillusions. J'en ai eu des désillusions. Déjà en éducatif, en boxe éducative. En France, t'es même pas à l'étranger.
Ouais. En France, t'as des désillusions en boxe éducative. Moi, j'en ai eu. Hein. Ouais. À plein de reprises, j'ai dit, oh, j'arrête. Hein. Et tu te dis, en allant au JO, là, il y en aura plus, ça sera sérieux, Surtout, ça je sera plus dis, c'est les équitable. Jeux Olympiques, c'est mondialement reconnu, c'est télévisé. Donc, après, avec Zouchimi, c'était serré, mais bon, on le voit quand même que je gagne, mais bon, c'est serré, mais Ouais. déjà là, c'était, mais déjà en France, il y a eu des désillusions. Ouais. Donc après, c'est pour ça aussi que je dis, la boxe, c'est l'école de la vie en même temps, parce que t'as vu, il y a des moments où tu dois gagner. T'as Ouais. une désillusion, tu perds. Dans la Des vie injustices. professionnelle, tu sais très bien qu'il y a des moments où tu vas être au travail, tu vas faire ton travail, tu vas tout faire, et puis à la fin, on va te porter pour la mauvaise personne, on va te pointer du doigt, ou on va te dénigrer alors que toi, tu as toujours été correct. Ouais. Mais ça, c'est la triste réalité. L'être humain, il est comme ça. Mm. On n'est pas spécialement juste. Donc, Ouais. donc en même temps, c'est ce qui te permet de te forger ton caractère. Et il y a un proverbe qui dit, ce que ne te tue pas te rend plus fort. Donc dans la vie, soit tu continues à te battre, ou soit tu rends les armes, et on sait très bien ce que ça va donner. Ouais. Tu peux pas baisser les bras. On Ouais, est c'est dans un clair. monde où tu peux pas baisser les bras, et encore moins quand tu es au début de ta vie. Donc Ouais. après, baisser les bras sur telle chose ou telle chose, c'est une mauvaise chose. Au contraire, il faut aller de l'avant et leur montrer qu'ils ont tort. Parce que moi, quand on m'a mis perdant en boxe éducative il y a X années, il était dégoûté alors que je dois gagner. Et à la fin, on voulait me mettre le meilleur boxeur du tournoi alors qu'il m'a mis perdant. Mon entraîneur, il avait dit non, on veut pas de votre coupe. Et il Ouais. doit gagner, vous le mettez perdant. Mais l'année d'après, j'ai pris ma revanche, j'ai été champion de France, et j'ai été élu meilleur boxeur. Ouais. Voilà, donc après, c'est comme ça, les personnes qui te dénigrent, ou qui te mettent des coups bas, ou qui essayent de te rabaisser, la plus belle des choses que tu peux faire, c'est leur montrer qu'ils avaient tort. Ouais. Tu leur montres sans pour autant crier ou dire regarde, je t'avais dit non. Par Comme le on dit, travail. le travail, les résultats parlent pour toi. Donc t'as Mm. pas besoin de te vanter ou de te mettre en avant. Moi, je suis quelqu'un d'humble, de modeste. Après, c'est pas, je reconnais mes valeurs, je me valorise. Mais après, je suis pas quelqu'un qui fait du cinéma gratuitement, et encore Ouais. moins pointer du doigt celui qui m'a pas aidé. Au contraire, c'est juste lui avec ses yeux, il voit que j'ai réussi avec ou sans lui, on réussira. Parce que nous, on, j'ai toujours dit que moi, j'avancerai avec les gens qui veulent avancer avec moi, Ouais. et ceux qui ont le même projet que moi. Et pour revenir à mon frère, ce lien de famille, moi avec mon frère, c'est normal. Moi, si je suis revenu, j'ai parlé un petit peu de toutes ces anecdotes, c'est surtout que quand j'ai arrêté la boxe après Londres, moi la boxe j'avais vraiment arrêté. Après ça, moi je me suis marié, moi je travaille, et moi je voulais pas passer pro pour faire le combat du samedi soir. Mm. Et moi à l'époque, j'aurais pas fait toute la carrière que j'avais faite. J'aurais été heureux de faire le combat du samedi soir, être champion de France. C'est énorme. Ouais. Mais moi, là, j'avais côtoyé de très très haut niveau. J'ai Mm. côtoyé des gens qui vont être champions du monde. Mais moi, mon but, c'est si je passais pro, c'est pour être champion du monde. C'est pas pour être champion de France ou faire le combat du samedi soir. Alors, le titre de champion de France, c'est énorme parce que être champion de ton pays, tout le monde ne l'a pas été. Et Ouais. moi, j'étais passé au-delà de ça. Parce Ouais. Ouais. qu'avec tout le parcours et les 2 Olympiades que j'ai pu faire, et tous les stages et tous les entraînements, et je les compte même plus, j'ai dû faire je sais pas combien de fois un tour du monde en courant. Ouais. Donc, donc, donc moi j'ai un autre objectif. Et en France, je savais qu'il n'y avait pas la possibilité parce que la boxe, elle était au creux de la vague, et personnellement, j'ai pas le goût de me redonner. Donc, je me suis arrêté. Et puis en même temps, j'avais aussi une opération. Je devais me faire opérer de la main parce que j'avais serré les dents à faire les qualifs et les jeux blessés. Ouais. Moi, je vais aux qualifs et aux jeux, je me qualifie, je vais aux Jeux Olympiques en étant blessé. Ouais. Mais ça, c'est l'aspect mental, c'est l'aspect du guerrier, l'aspect aussi ce que t'apprend le noblard. Euh, Travailler dans la douleur, et pourtant personne l'a vu que j'étais blessé. J'ai fait médaille de retour au qualificatif. Et je vais au jeu, je dois être médaillé, j'aurais dû même aller chercher l'or tout en étant blessé. Ouais. Pour monsieur et madame tout le monde, c'est impossible, et moi je l'ai fait. Donc après, tout passe dans l'aspect psychologique. Et quand j'ai arrêté, mon frère me dit, bon, j'avais arrêté, il me dit, Nordine, ça te manque? Et je lui dis, je vais être sincère avec toi, non, ça me manque pas spécialement. Et après, il me dit, ouais, c'est vrai que tu devrais passer pro parce que, tu sais, C'est lui ça, qui t'a mis la puce à l'oreille.
Bah oui, c'est lui, c'est pour ça que je suis passé pro avec, et sinon, je Et il pense te pas que coachait je serais déjà? passé. Non, moi, Ali, c'était même pas un entraîneur, il voulait même pas être entraîneur. Lui m'a accompagné sur la dernière phase des préparations pour les Jeux Olympiques de Londres, Ouais. parce que lui, il était encore en carrière. Et lui, il s'est dit, Nordine, regarde, moi, je peux être entraîneur. Mais lui, il voulait le faire surtout vis-à-vis de moi. Parce que lui, je serais pas passé pro, lui, il serait pas entraîneur, il voulait pas être entraîneur. Mais le fait d'être entraîneur pour moi, il a pris goût, puis il a formé d'autres champions. Ouais. Et il m'a dit, Nordine, on va passer pro, ce serait con que tu vois pas ce que c'est la boxe professionnelle. Réfléchis. Mm. Et moi, je me suis dit, bah, tiens, je vais réfléchir. Et il me suis dit, après quoi, je me suis dit, regarde, Nordine, t'as été boxe éducative. T'es parti un peu partout dans le monde, t'as fait tout, tout ce qui se fait dans la boxe, tu l'as fait. J'ai commencé vraiment de la boxe éducative. C'est vraiment le début. Mm. T'es parti au plus haut niveau, t'es parti au-delà de ce que t'aurais voulu. Mais moi, mon rêve, c'était aussi d'être champion du monde. Ouais. Moi, la médaille olympique, c'était qu'un moyen de pouvoir avoir une carrière gérée pour aller chercher ce que j'ai aujourd'hui. Ouais. Et je savais très bien que si je disais je passe pro, je sais le nombre de galères que j'allais avoir, parce qu'en France, c'était pas du tout soutenu, c'est très compliqué. Mais Et bon, moi, tu j'avais vois un un... changement? T'as vu un changement au moment où t'es passé pro et Ah oui, non, mais c'est une catastrophe quand t'es boxeur professionnel. En France, c'est... tu peux nous expliquer un peu parce que j'ai Bah, beaucoup d'auditeurs qui connaissent pas bien la boxe et je pense que ça leur permettra un peu de se rendre compte. la boxe, je vais vous expliquer. En équipe de France, t'es avec l'Institut National du Sport. Ouais. Tout est géré. Limite, en réalité, bah après, on nous responsabilise quand même. Mais en réalité, c'est comme t'es un enfant. C'est Ouais. comme moi, aujourd'hui, mon enfant, je lui dis, tu fais ça. Tout est cadré, tout est fait. T'as juste à faire ce qu'on te demande et voilà, et pas faire de vagues, être sérieux, être performant, mais tout le reste, les préparations, tout ce qui est L'inscription au dotation, tournoi. tout ce qui est complément, tout ce qui est kiné, médical et tout ça est géré. Parce qu'on a la chance d'avoir l'Institut National du Sport. T'as tout ce qu'il faut. Mais quand tu sors, tu dis, ouais, tiens, je vais passer professionnel. Aujourd'hui, en France, Pourquoi on te garde pas du coup à l'INSEP? parce que c'est Quand t'es olympique, pro. c'est olympique. uniquement Et à l'époque, la boxe professionnelle, elle pouvait pas faire les jeux. Ouais, Maintenant, exactement. aujourd'hui, ça a changé depuis Rio. Ouais. Mais à l'époque, non. Ouais, Sinon, ça serait, à l'époque, on aurait pu faire la boxe pro, j'aurais déjà été professionnel, j'aurais fait les jeux en même temps. Bien Ça aurait sûr. été encore meilleur pour moi. Mais bon, c'était pas le cas. Aujourd'hui, ça a changé. Et tant mieux pour les nouveaux boxeurs qui arrivent. Mais, mais aujourd'hui, quand t'es boxeur professionnel, t'es professionnel que par le nom. Parce qu'aujourd'hui, les vrais professionnels en France, c'est les boxeurs qui sont en équipe de France. Ouais. Qui vont faire les jeux, c'est eux, ils ont une vraie structure. Les boxeurs professionnels, aujourd'hui, je peux me dire, je suis boxeur professionnel. Parce que je suis champion du monde. Et j'ai défendu mon titre. Sinon, avant ça, t'es professionnel de rien du tout. Par le nom, oui. T'en gagnes pas ta vie. Mais ah non, t'en gagnes pas ta vie. En fait, du coup, pro, c'est quand tu passes dans certaines ligues, c'est ça? Ouais, voilà, tu passes dans la ligue pro, mais normalement, quel que soit le sport, quand tu passes pro, c'est que financièrement, t'en vis, normalement. Ouais, c'est ce que ça veut dire, ouais. Non. Et en boxe, non, pas du tout. C'est pas, on te dit pro, mais il y a pas tout ce qui va avec. Il y a pas l'accompagnement, il y a pas tout ça. Et toi, tu fais comment, du coup? Donc, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai mon frère qui est à côté, que lui a cassé des murs dans un premier temps. Il a eu des hauts, des bas, il a fait des connaissances, ça l'a permis aussi de m'aider moi. Ouais. Parce que lui, mon frère, il avait un sacré palmarès, et c'est pas parce que c'est mon frère. Il aurait dû être champion du monde. Mais 100 fois. Mais malheureusement, il n'a jamais eu la chance. Ouais. Tu vois. On Donc, lui a jamais donné, ouais. c'est vrai, on l'aurait jamais donné. Donc lui, ce qu'il s'est dit quand il m'a dit, ouais, Nordine passe pro, c'est qu'il s'est dit, moi, je vais l'aider à mon niveau, et je vais essayer qu'il évite les erreurs que moi j'ai faites. Ouais. Donc, et moi, indirectement, le fait qu'il me prend sous son aile et qu'il me donne les moyens et qu'il se bat, parce que même qu'il soit là et qu'il fasse le mieux pour moi, ça a été la galère. Mais après, je l'ai fait avec mon frère. Tu vois. Et aujourd'hui, l'histoire, elle est magnifique. C'est parce que je l'ai fait avec mon frère. Et moi, si j'ai été au-delà pour aller chercher mon titre, c'est aussi vis-à-vis de mon papa et aussi vis-à-vis de lui, mon frère, parce que je me suis dit, moi, j'ai la chance d'avoir ma chance mondiale. J'ai mon frère que lui, il l'a jamais eu, il aurait couru pour l'avoir. Donc je peux pas abandonner Ouais. en si bon chemin et surtout si près du but. Parce que j'étais prêt à plusieurs reprises de dire c'est bon, parce que quand on te fait galérer pour que tu fasses un combat alors que tu dois boxer, tu boxes pas, tu boxes pas, mais après dans la vie, on sait, c'est une réalité, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc tu boxes pas, t'as pas d'argent.
Ouais. Et moi, enfant au bas âge, moi, ma fille, malheureusement, on est en Île-de-France pour avoir une place en crèche. C'est mission du combattant. Donc après, bah, ma femme, elle peut pas travailler. Ouais. Si elle travaille, moi, elle peut pas compter sur moi. Si moi, je dois aller en préparation, surtout on me dit, ouais, tu boxes pas. Ouais. Donc après, t'as un choix à faire. Et c'était un choix fort. C'était soit j'arrête à, à ma chance mondiale, Ouais. ou je continue, mais en prenant un risque que le combat il se fasse, ou peut-être qu'il se fasse jamais. Ouais. Donc après, j'ai eu l'intelligence avec mon frère de signer avec un gros groupe de management, MTK Global, qui m'ont approché, qu'on avait travaillé plus ou moins avec eux, mais bon, malheureusement, pas que dans ce sport. Je vais pas dire dans ce sport, c'est dans la vie. Dans la vie, quand tu signes avec quelqu'un, tu sais pas vraiment à ce que tu t'engages, parce que la personne, elle peut te dire tout ce qu'elle veut. Tout est beau, tout est rose. Mais une fois que t'as signé, beaucoup de gens changent de face. Mhm. Et c'est ça le problème. Mais je savais si je signais pas avec ce groupe-là, je me retirais parce que je me suis tellement battu contre des murs, arrivé à un moment, c'est faut faire un choix fort. Ouais. Donc j'ai repris un risque, je me suis dit je signe avec eux, on verra. Et du coup, c'est un contrat média, c'est ça? C'est-à-dire Non, que c'est management, c'est eux qui te gèrent pour tes préparations, il faut Ok. il Et faut c'est du eux lobbying, c'est eux qui font qui choisissent tes combats, en fait. Non, pas du tout, parce que les Non. combats, après, sont imposés par la Fédération Par la mondiale, fédération. mais surtout, il te faut du lobbying au niveau des fédés, au Bali, hop, faut que ça soit correct. Nous, on demande pas d'être aidé. Ouais. Mais malheureusement, si t'as pas des gens qui mettent la pression pour que ça soit correct, ce sera pas correct. Ok. Et même pour juste avoir la date, et pourtant, il y avait un gros manager, hein. Ouais. Bah, malgré ça, ils ont bien fait traîner 9 mois. Ouais. Donc, je serais tout seul, je n'aurais même pas eu ma chance mondiale. Ils m'auraient dû déclasser parce que tout simplement, tu boxes pas. Bah, Ouais. tu boxes pas, ils disent, bien sûr, déclasse. Et pour ça, il faut que quelqu'un te fasse boxer, tu vois. Ouais. Donc, tu dois boxer, mais on te fait galérer à avoir une date. Donc après, t'as des gens qui mettent la pression pour que voilà, il est challenger. Nous, ton boxeur, on le boxe quand il veut, mais il nous donne la date. Donc, eux, ils nous ont donné des dates pour qu'indirectement, on soit sur entraîner. Tu Ouais. t'entraînes pas. C'est comme tout dans la vie, t'as pas d'objectif. T'as pas un objectif réel, donc tu seras pas aussi déterminé. Ou même si tu l'es, tu vas l'être trop, parce que être déterminé, mais sur une trop longue durée, t'arrives sur le surentraînement. Et le surentraînement, c'est pire que si tu reviens de vacances. Ouais. Ouais. Vaut Clairement. mieux ne pas être entraîné que surentraîné. Donc c'était une vraie bataille, mais cette période-là, elle était dure, mais en même temps, je l'ai fait, je savais pourquoi je le faisais. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se réunissaient pour que je le fasse, puis en même temps, je me disais que t'es champion du monde, c'est à vie. Et ça, c'est la réalité. T'es champion du monde, c'est à vie. Et ça, personne peut te l'enlever. On peut te faire courir où tu veux. Et aller chercher ce titre, parce que j'aurais dû le faire avant, moi, en France. Après, ça s'est pas fait pour X raisons. Mais aller faire le titre, la plus belle des ceintures, aux États-Unis, au MGM, en réalité, tu te dis, quand tu vois que l'histoire elle est passée, tu te dis, en réalité, tu t'es écrit pour que ça soit le plus beau titre de ta carrière, parce que c'est un truc de fou quand tu vois tout ce qui s'est réuni. Mais quand t'es dans le moment dur là, tu penses pas à tout ça. Ouais. Mais moi, je me disais, moi, le fait d'aller chercher le titre face à un Américain, c'est plus prestigieux. Surtout face à un boxeur, c'est pas n'importe qui. Rushy Warren, le mec, c'est le premier Américain à avoir fait 3 fois les Jeux. Ouais. C'est Américain, il a été champion du monde unifié. Le mec, il a déjà été champion. Eux, quand ils nous ont fait venir en mode victime, tu vas perdre le combat. Mais moi, je leur ai dit, je crois que vous n'avez pas compris le truc. Nous, on vient ici, c'est pour gagner. On vient pas pour se dire, ouais, j'ai eu ma chance mondiale. Parce que si c'était pour partir, dire, ouais, j'ai eu ma chance mondiale, je serais pas parti. Parce que franchement, avec toutes les concessions que j'ai fait, ça en valait pas le coup. Surtout, moi, j'avais ma fille, elle était en bas âge. Je ratais ça 1 an, tout. J'ai dit, non, moi, j'y vais là-bas, c'est en mode guerrier. Je peux pas monter sur le ring. Quoi qu'il se passe, je descends du ring et je prends la ceinture. Tu penses que ça a joué en ta faveur, le fait que les gens ne connaissaient pas trop? T'étais aux États-Unis, donc t'étais sur terrain ennemi, on va dire, entre guillemets. Et les gens, c'est vrai qu'on voit une petite vidéo de toi où tu dis, moi je suis là, c'est pour être champion du monde, c'est pas pour m'incliner. Et on voit que t'as plus de confiance que ton adversaire en plus. Est-ce que ça a joué en ta faveur, tu penses, de créer un peu la surprise, parce que les gens t'attendaient pas, hormis les gens qui te connaissent et qui savaient ta vraie valeur, les gens aux États-Unis, ils te connaissaient pas encore très bien. Oui, ils me connaissaient pas très bien, mais en même temps, ils me connaissent parce que j'ai été au championnat du monde, j'ai été médaillé Bien à sûr. Chicago. Et indirectement, ils me connaissent. Parce que même sur les paris sportifs, hein. Ouais, Pourtant, je partais aux États-Unis, on me voyait gagnant sur les paris sportifs. ouais, C'est les Ricains, me voyaient gagnant. C'est la première fois qu'on voit un étranger, encore un Français, encore. Parce que nous, en Français, on n'est pas spécialement bien respectés là-bas, ils nous prennent pour ce qu'on n'est pas.
me voir devant. Ouais. Et moi, je leur disais, ouais, ben, tu vois, c'est moi, Warren a été champion sur cela. J'ai dit, moi, il peut être ce qu'il veut. Vous allez voir sur le ring. Et on s'est préparé. On était déterminés et on pouvait pas descendre sur le ring sans la victoire. Après, moi, je sais que Warren, il me craignait. C'est pour ça qu'ils nous ont fait courir après le combat. Eux, leur but, c'était de gagner le combat en dehors du ring. Ouais. C'est faire courir quelqu'un pendant 9 mois pour dire tu boxes pas. C'est tout simplement, c'est que on a juste envie de dire une chose, c'est que tu dises je fais pas. Ok. Et eux, comme ça, eux, ils trouvent l'excuse, tu veux pas faire, on prend qui on veut. Et c'est aussi ça qui m'a dit, Nordine, tu vas le faire le combat. Parce que quand j'ai vu qu'ils m'ont fait galérer, j'ai dit je peux pas, je vais pas lâcher. Faites ce que vous voulez et je vais pas lâcher. Après, c'était dur, hein, parce que quand tu reviens d'une prépa où t'es prêt, t'es à 100%. Tu vois, toi, t'es prêt, t'es prêt pour aller boxer dans pas très longtemps. Et mon frère me dit, Nordine, faut que je te dise quelque chose. Et il dit quoi? Il me dit, ouais, Nordine, on a redécalé la date. Même lui, il en avait marre, et même lui, il me dit, vas-y, c'est bon. Ouais. Et moi-même, indirectement, mais il y a toujours la petite voix, et c'est cette petite voix que j'écoute, et que j'écouterai tout le temps. Cette petite voix de la raison, qui va te dire peut-être continue ou ne fais pas. Mais on a toujours une petite voix au fond de soi qui te dit la réalité. Qu'il y a des moments où t'as pas envie de l'écouter, mais c'est celle-là qu'il faut écouter. Parce que j'aurais voulu m'écouter moi-même, j'aurais pas fait. Ouais. Mais j'ai écouté cette petite voix qui m'a dit, et l'histoire veut que j'ai eu raison. Ouais. J'ai eu raison et j'en regrette rien, au contraire. C'est magnifique ce qui m'arrive aujourd'hui. Et une fois que t'es champion du monde, la notoriété, justement, elle change vis-à-vis de la fédération, vis-à-vis des médias. Maintenant, c'est toi qui as un petit peu les rênes entre les mains. Est-ce que c'est plus facile de savoir les dates de tes combats, notamment pour garder ta ceinture en novembre? Est-ce que ça a été plus simple, est-ce que ça c'est un petit peu plus fluide, on va dire? Oui, bien évidemment, c'est plus fluide. Change. À partir du moment où t'es champion. Surtout en novembre, j'ai défendu ma ceinture, donc t'es reconnu à ta juste valeur. On sait qui t'es, c'est toi le champion. Ouais. Donc on reconnaît les qualités du vrai champion. Donc après, t'es obligé de respecter le champion. Et même vis-à-vis des gens, des personnes, c'est là qu'ils s'intéressent à la personne quand on te voit champion. On commence à s'intéresser à ce que tu as fait, ton parcours. Et quand on voit mon parcours, il peut être que remarquable et inspirant. Donc les personnes qui viennent à mon rencontre, ils sont surtout émerveillés. Ouais. Mais moi, je leur dis, et j'ai eu des échanges aussi avec des étudiants et tout ça, tu leur dis dans la vie, ton seul, on va dire, à partir du moment que tu es capable de penser la chose, c'est que tu es capable de la faire. Après, est-ce que tu veux faire cette chose-là? Oui. Mais maintenant, est-ce que toi, tu es capable de te donner les moyens et faire les concessions qu'il faut, car on n'a rien sans rien. Ouais. Quoi que tu vas faire dans la vie, il y a des moments où tu vas devoir faire des concessions. Donc, est-ce que tu es capable? Parce que tout le monde veut être champion, ou tout le monde veut réussir sa vie. Mais tout le monde n'est pas capable de faire le travail, de fournir le travail qu'il faut pour réussir sa vie. Monsieur et madame tout le monde, on est tous dans le même bateau pour moi. Ouais. Que ce soit moi ou toi ou qui que ce soit, on est là parce qu'on veut réussir notre vie et quels que soient les moyens. Toi t'es fait pour telle chose, moi pour telle chose. On est tous faits pour quelque chose et c'est ce qui fait cette richesse de pouvoir construire le monde. Mais en même temps, tout le monde voudrait faire ce que toi tu fais, ce que moi je fais. Mais après, ce qui est pas si simple, c'est de se donner les moyens. Exactement. Ouais. Et quand on se dit, bah tiens, il faut faire ça, bah tout compte fait, ah bah non, mais j'ai ça à faire. Voilà, bah tu veux être champion, mais il y a ça. Donc t'as des concessions à faire. Mais écoute, j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que là, je viens d'écrire un article où en fait, je parlais un petit peu des secrets des champions. Et tu vois, une des choses que j'avais vues, c'était effectivement sur avoir conscience des obstacles et avoir conscience de tout ce qui va se mettre sur ton chemin et avoir conscience de tous les sacrifices qu'il va falloir mettre en place. Souvent, les gens, ils arrivent à visualiser les émotions que t'as une fois que t'es champion, mais ils arrivent pas à visualiser le chemin, tu vois. Et du coup, ça me rassure. En tout cas, ce que tu dis, ça confirme un peu ce que je pensais, tu vois, c'est que toi, il y a une phrase que t'as dit qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire, on n'est pas champion sur le ring, on est champion tous les mois avant qui précèdent le combat. Et je pense que tu t'entraînes extrêmement dur. Et du coup, je voulais te demander à quoi ça ressemble aujourd'hui une semaine, quel est à peu près ton rythme d'entraînement et comment est-ce que tu te prépares aussi mentalement? L'entraînement, quand on est en phase de préparation, tu dois mettre tout de côté. Tu dois vraiment te concentrer sur ta performance. Tu dois te concentrer sur toi-même.
Et par jour, c'est entre 4 à 6 heures d'entraînement par jour. Donc c'est énorme. C'est une grosse charge de travail. Mais en même temps, faut savoir ce qu'on veut. Et un champion a la capacité d'aller au-delà de ses limites. Donc quand on parle de 4 à 6 heures, c'est 4 à 6 heures, on part au-delà de ce que nous, on est capable de penser, qu'on est capable de faire. Donc à partir du moment où tu as compris que tu es capable de faire au-delà de ce que tu peux faire, c'est là que tu deviens un champion. On peut pas se reposer sur les lauriers. Et aujourd'hui, tout le monde me dit, ouais, mais Lorné, t'es champion, tu veux faire quoi de plus? Bah, quoi de plus? Je vais m'entraîner encore plus. Bah, comment? Bah, plus dur. Bah, pourquoi? Parce que t'es deux champions? Bah, tout simplement parce que moi, mon adversaire, ce sont encore plus dur. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà été dans sa peau. Je sais ce que je fais. Je sais ce que, l'état d'esprit qu'il a. Et je sais, l'envie. Et surtout, je sais qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la ceinture la plus prestigieuse. T'es champion du monde WBC. Et aujourd'hui, j'ai été champion du monde WBC. Je suis le premier Français à avoir été décroché ce titre à Las Vegas. C'est un truc extraordinaire. Je suis le premier Français à être champion du monde. J'ai été champion du monde en 15 combats. Et pourtant, j'ai pas été encadré, j'ai pas eu de promoteur qui m'a géré ma carrière et tout ça. Donc, on va dire c'est pas possible. Et moi-même, je dirais c'est impossible de faire champion du monde en 15 combats. Si t'as pas de promoteur, on t'a pas géré ta carrière. C'est la réalité. Même aujourd'hui, je dis c'est pas possible. Mais j'en suis la preuve vivante que je l'ai faite. Et je l'ai fait avec mon frère. Donc, mais j'ai eu la chance d'avoir mon frère qui se bat et contre vent et marée, il essaye de faire en sorte que de me mettre au mieux possible, même si c'était pas optimal, mais on sait qu'on se donne les moyens, on se donne à fond tous les deux. Donc même si on n'a pas tout ce qu'on veut, on sait que nous on s'est donné à fond pour avoir ce qu'on veut. Donc on a conscience et surtout on a une relation de frère, de confiance et de sincérité. Il est sincère avec moi. C'est pas parce que je suis son frère, tout est beau, tout est rose. Et moi-même, comme c'est mon entraîneur, je lui dis les choses. Même si des moments, je peux lui dire de manière crue. Mais après, en même temps, c'est ce qui nous a fait grandir. Et c'est aussi, et même lui, quand il y a des choses à me dire, il me les dit. Et je suis pas content ou pas content, bah, il me les dit. Et c'est ça la réalité. C'est ça, la sincérité. C'est ce qui a fait aussi qu'aujourd'hui, on est champion. Et aujourd'hui, quand on est 3 fois champion du monde, c'est énorme. Bah ouais. Voilà, c'est. Mais en plus, enfin, tu vois, franchement, je suis hyper heureux pour vous parce que ton frère, j'ai eu un peu l'occasion de le rencontrer. C'est un vrai gentleman. Il est super souriant, il est galant, il est super poli, super aimable. Tu vois que c'est quelqu'un de sincère. Il y a des super belles valeurs. Donc ça fait plaisir de voir ces valeurs-là un peu dans la boxe parce que c'est pas du tout ce qu'on imagine, tu vois, quand on voit un peu des personnages comme Mohamed Ali ou quand on voit des personnages un peu plus excentriques, tu vois, comme Mike Tyson et je trouve que c'est vachement, tu vois, c'est un juste retour de votre travail, quoi, que finalement vous ayez réussi parce que vous êtes toujours très souriant, très poli, donc franchement bravo à vous deux et c'est largement mérité. Il y avait une question que je voulais te poser, c'est de savoir un petit peu comment est-ce que tu te prépares toi les quelques heures avant un combat, comment ça se passe entre la pesée et le moment où tu montes sur le ring. Est-ce que tu te mets dans ta bulle? Est-ce que tu parles beaucoup? Est-ce que tu écoutes certaines musiques? Est-ce qu'il y a des phrases que tu te répètes dans ta tête? Est-ce que tu peux nous rappeler là sur ton dernier titre, qu'est-ce qui se passe les quelques heures avant de monter sur le ring? Quelques heures avant de monter sur le ring, moi je suis quelqu'un de serein. Parce que la vraie préparation, elle se fait où? C'est à l'entraînement. C'est pas le jour du combat qu'on va commencer à cogiter, parce qu'une personne qui cogite, c'est une personne qui va perdre ses moyens, et surtout, quand tu montes, tu vas dans une arène, c'est un peu, on est les gladiateurs des temps modernes. Tu vois, t'as plus de 40 000 personnes qui sont pour le japonais, et tu sais très bien que eux, ils veulent que, c'est le japonais qui gagne. Donc, et ils vont essayer aussi de me déstabiliser en m'appelant moi le premier. Normalement, c'est le champion qui monte au deuxième sur le ring. Ouais. Le challenger, il monte en premier. Et ils ont fait l'inverse. Mais moi, ça m'a pas déstabilisé quand tu fais monter premier, deuxième ou troisième. Parce que moi, j'ai une chose, c'est moi, avant de monter sur le ring, je suis serein. Après, je suis bien dans ma tête. Après, je sais que moi, j'ai fait le travail qu'il fallait. Ouais. Donc, après, il n'y a pas de... T'as pas une petite routine? Il n'y a pas de... Après, je suis... Des petits gris-gris, des petits... Non, mais après, moi, je suis croyant. Donc, après, moi, je fais ma prière. Normal, moi, je suis croyant.
Après, je respecte les croyants ou les croyants. Après, je dis pas telle personne est mieux que l'autre. Je suis quelqu'un de souriant, aimable et ouvert à tout le monde. Mais après, moi, je fais ma prière parce que pour moi, après, ça me concerne que moi. Je sais que on est des êtres humains, mais on a un créateur. Après, moi, je crois en Dieu. Donc après, moi, c'est ce qui fait aussi que moi, je demande protection à mon Dieu, tout simplement, car moi, aujourd'hui, bah, j'ai une femme, j'ai un enfant, et je sais demain, je viendrai plus être là, bah voilà, tu sais, c'est plus compliqué. Donc nous, on se bat, c'est aussi, on se bat aujourd'hui, c'est pour leur donner un meilleur avenir à nos enfants, à notre descendance, car moi, mes parents l'ont fait. Mon père, il est parti du Maroc, il a fait 3000 kilomètres, il est pour venir en France pour aller travailler dans les mines. Ouais. Il partait 100 mètres sous terre, les trois quarts de ses amis sont morts sous terre parce qu'il y avait du gaz, grisou. Donc moi, mon papa, il aurait pu décéder dans les mines parce qu'il avait, et à un moment, il avait respiré du gaz. Et après, c'est resté à vie, il y avait un ventre gonflé. Ouais. Tu vois, donc moi, pour moi, c'est respectable. Et en même temps, je me dis, aujourd'hui, même quand j'ai envie de me plaindre, j'ai pas le droit de me plaindre parce que mon père, Ouais. ce qu'il a fait, franchement, et je le dis sincèrement, moi, ce que j'ai fait, c'est cacahuète à côté. J'ai été champion, oui, mais bon, personnellement, moi, ce qu'il a fait, je le ferai pas. Ouais. Parce que ce qu'il a fait, c'est énorme. Et il l'a fait pour nous et pour nous offrir le plus bel des avenirs. Donc, quand tu vois qu'il travaillait la nuit, puis la journée, il faisait deux tafs, hein. Travaillait le soir, il travaillait à la mine, et la journée, il travaillait dans un garage Renault. Donc c'est là, ça forge le respect. Ouais. Moi, une personne comme ça, et que j'ai la chance que c'est mon père, je peux que respecter, et les valeurs qu'il m'a inculquées, je peux que en être satisfait. Parce que moi, il m'a donné ces valeurs de travail, du courage. Et de la persévérance. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Parce que j'aurais pas ces trois ingrédients-là, j'aurais dû baisser les bras il y a bien longtemps. Parce que moi, je connais, moi, des boxeurs qui étaient forts, qui avaient des grosses qualités, j'en ai connu. Et ils ont pas rien fait. Parce que ils ont pas su tenir. En fait, ce qui fait qu'on devient champion, c'est on a continué là où d'autres ont abandonné. Bien sûr. C'est juste ça. C'est pas on est spécialement meilleur, mais on est plus déterminé, on est plus assidu et on est plus persévérant. C'est ce qui fait qu'on est champion. Ok. C'est quoi ton plus beau souvenir dans ta carrière? Mon plus beau souvenir aujourd'hui, et ça le restera. Après, je pense que moi, j'ai envie que ça soit encore un plus grand souvenir, mais là, aujourd'hui, mon plus beau souvenir, c'est, voilà, championnat du monde à Vegas. Ouais. Avec toutes ces galères, en fait, c'était une revanche sur ma vie sportive. Ouais. Parce que moi, à chaque fois que j'ai dû briller, malheureusement, on m'a coupé l'herbe sous le pied. Si je devais briller, bam, on te met perdant, alors tu mérites pas de perdre. Si tu perds, c'est normal, c'est pas grave. Au contraire, ça me motivait à m'entraîner encore plus dur, m'entraîner de manière plus consciencieuse. Mais là, non. À chaque fois, malheureusement, que ce soit au jeu, même à la finale de championnat du monde de WSB, c'était la World Series of Boxing, c'était un nouveau tournoi qu'ils avaient fait, mais c'était entre amateurs et pros. Il y avait un peu de lumière, on était plus respectés, médiatisés. Et là, j'arrive vraiment au sommet, mais moi, à la base, on me voyait pas du tout arriver là, parce que, d'ailleurs, moi, je faisais ce tournoi-là, donc même pas dans ma catégorie. J'étais en 54, alors j'étais en 52. Tout le monde me voyait juste pour compléter l'équipe, mais pas être performant. Ouais. Et quand il va rater, moi, quand il a fait, moi, je savais que j'allais être performant. Mais c'était pas ma caté, parce que si j'ai signé, c'était pas pour l'argent, c'était aussi parce que je sais, pour être performant. Parce que moi, j'ai toujours fait les choses de manière, comment dire, réaliste. Ouais. Je fais pas pour dire ouais je fais pour faire ou dire ouais je suis capable et je suis pas capable. Donc c'était une belle aventure. On a été champion du monde et champion d'Europe par équipe avec le Paris United. Mais sur la finale individuelle où j'avais gravé tous les échelons. Bah, les mecs en question ils m'ont mis perdant. C'est un truc de fou. Fallait te mettre perdant. Bon après voilà c'est comme ça. Mais la belle anecdote c'est aujourd'hui. Moi cette personne-là je l'ai revue il y a pas très longtemps. Ouais. Au Kazakhstan. Et il est venu me féliciter. Moi, aujourd'hui, je suis champion du monde. Lui, il a arrêté, il a rien fait de spécial, tu vois. Ouais. Regarde l'anecdote. Moi, on m'a piqué. Après, c'est pas lui, c'est le boxeur. Tu sais, quand on se fait voler, c'est pas le boxeur qui fait, ouais, tu me mets perdre. Bien sûr. C'est au-dessus, même toi, tu sais même pas ce qui se passe. Mais c'est beau parce que, tu vois, le mec, il vient, il est respectueux, puis il te dit, ouais, t'es champion et tout. Puis il vient te prendre de photos avec toi, avec ta ceinture. C'est là, tu dis dans la vie,
quand tu continues, si toi t'es sérieux, t'es un mec correct, tu travailles, quoi qu'il en soit dans la vie, le travail il va payer. Ouais. Après, ça va durer une certaine, un certain temps. C'est pour ça que je dis, il faut s'armer de patience. Ouais. La patience va te permettre d'arriver à ce que tu veux. Après, la patience, c'est quoi? C'est pas une semaine, un mois, un an, 2 ans. Moi, pour arriver à ce titre de champion du monde, il m'a fallu 16 ans. 16 ans de très très haut niveau. Pas abandonner. Et ça, le plus dur, le très haut niveau, c'est de pas abandonner. Et surtout de rester, comment dire, rester top, rester encore concurrent. Tu vois, c'est le plus dur, c'est pas d'être gagner une fois champion de France et après baisser au niveau de tes performances sportives. Donc pendant 16 ans, tu dois rester au top et après tu dois aussi aller au-delà du top. Et ça, le plus dur. Ouais, bah, je veux bien que tu m'apprennes alors. D'ailleurs, tu parles d'avenir. Toi, tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, c'est une belle question. Franchement, et je vais pas vous mentir. Après, je sais que je serai, et j'ai envie de continuer à partager mes valeurs, les valeurs de la discipline, ce qu'elle m'a apporté, car je suis convaincu que ce message peut aider beaucoup de personnes. Ouais. Que ce soit monsieur, madame, tout le monde, qui ont des obstacles dans leur entreprise. Un message comme le mien va leur permettre surtout d'être réaliste et de se dire, tu sais, dans la vie, parce que souvent on se centre sur soi-même et on se prend un petit peu comme un Calimero, il m'arrive que des obstacles, ceci, cela, mais pas du tout. C'est que la réalité, tout le monde affronte des obstacles. Mais après, c'est bien aussi de comprendre que dans la vie, il y a des gens qui ont réussi, ils ont eu des obstacles encore plus durs que les tiennes, mais ils ont surmonté. Donc toi, tout compte, c'est de quoi tu te plains, parce que c'est minime, et tu peux te voir gris, aller en dépression pour une petite chose. Alors ce monsieur-là, il aurait pu aller en dépression 100 fois dans sa vie. Ouais. Et pourtant, il l'a pas fait, regarde ce qu'il a fait. Donc ça peut les aider quand t'es monsieur, madame, tout le monde dans ton travail. Après, pour les jeunes, ça peut les aider pour trouver un équilibre dans leur vie. Pour moi, faire du sport, c'est un équilibre. Faire les sports, les études, ça donne un équilibre. Et après, si t'es fort dans ton sport, pourquoi pas continuer et performer. Mais après, surtout, le sport va te permettre quand même d'avoir une confiance en soi et surtout, ça te permet aussi d'être sociable. Parce qu'on a besoin d'être sociable et aujourd'hui, ça se perd. Dû aux réseaux sociaux, ça se perd énormément parce qu'aujourd'hui, on prend plus la peine de parler, de discuter, de jouer ensemble, de se retrouver. Je suis tellement d'accord avec toi. Voilà, t'es plus derrière ton écran et tout se passe derrière les écrans, mais la réalité de la vie, c'est quand je te vois, tu me vois, on discute et c'est là aussi tu vois la sincérité des gens. Ouais. Derrière un clavier, tu vois pas la sincérité, le regard de la personne, si elle est sincère, elle est pas sincère, si elle a un bon cœur, si elle a un bon fond. Tout ça, tu peux pas le ressentir au téléphone ou derrière un écran. De face à face, c'est ce qui fait aussi qu'on se resserre au niveau des liens et on s'entraide, l'entraide. Parce que là, aujourd'hui, on part dans une société, malheureusement, tout le monde pense qu'à soi et on commence à s'écarter. Mais ça va être problématique à l'avenir. Parce que si tout le monde pense qu'à soi, arrivé à un moment, c'est la catastrophe. Le but de l'être humain aussi, c'est d'aider de celui qui peut pas, celui qui veut faire quelque chose, mais si t'as les capacités de faire. Mais ça, tu pourras l'aider que être en contact de ces personnes. Derrière un écran, c'est beau, mais tu peux rien faire. Ouais, mais je suis tellement d'accord avec toi. Je pense qu'on est effectivement dans une ère où les gens ont de plus en plus besoin de se connecter et c'est vrai que le sport, c'est un des meilleurs moyens, tu vois. Alors aujourd'hui, ce qui est bien dans le sport, c'est qu'on est, et même ici au Top Rock, on est apolitique à religion. On s'en fout. Fais ce que tu veux à partir du moment où tu respectes l'éducateur, tes camarades, le matériel. Bonjour, au revoir. Basta. On n'est pas là pour dire tu fais ci, tu fais ça ou tu votes. Ça, c'est pas notre problème. Après, chacun voit midi à sa porte. Est-ce qu'il se passe chez toi? Reste chez toi. Après, on n'est pas là pour commencer à ramener des gens ou aller, entre guillemets, à les matrixer pour leur dire ouais, c'est comme ça que ça se passe. Mais non, dans la vie, chacun apprend ce qu'il veut et surtout, chacun se donne l'avenir qu'il a envie. Donc moi je pense que le sport rassemble et ça on l'a toujours vu, ça l'a toujours été vrai. C'est comme aujourd'hui il y a des moments où on se dit ouais mais si les tel ils s'entendent pas, c'est faux.
Nous, aujourd'hui, ici, au Top Prog, il y a de tout. Ouais. Il y a des Français, des Arabes, des Blacks, des Juifs. Il y a de tout. Et il n'y a pas de problème. C'est des amis, ils s'entraident. Il n'y a pas de problème. Ah, mais Après, si monsieur ou madame, il fait X, ça, c'est pas notre problème après. Mais franchement, c'est là que tu vois que c'est déconnecté, moi, quand je vois les infos. Moi, quand je vois les infos. Et même quand quand je pars à l'étranger, les étrangers me disent, ouais, mais Nordine, bah non, pas du tout. Moi, je m'entends bien avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Parce que quand tu vois, non, mais quand tu vois les infos, même moi, en tant que Français, quand je vois les infos, tu te dis, c'est la guérilla. Ouais. Tu te dis, c'est la guérilla en français. C'est faux. Parce que les médias, ils en font un peu trop. Parce que le problème des médias qui passent en boucle, un peu comme BFM et ITV, là, ils t'en passent en boucle, c'est-à-dire quelque chose de minime, ils t'en font toute une histoire. Et après, indirectement, les populations qui sont reculées dans les petits villages, par contre, eux, ils sont plus, ils y croient beaucoup plus. Ils y croient parce que, ils sont pas en contact des gens. Nous, à Paris, on a un mélange de population, t'as de tout à Paris. Ouais. Donc, tu peux pas avoir un problème. C'est une énorme chance, quoi. C'est une énorme chance. Pour moi, c'est une grosse richesse. C'est une grosse richesse. Parce que sans ces personnes-là, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Moi, mon papa, quand il est venu en France, il est venu, il a construit, il a aidé à la richesse de la France d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on fait encore appel à des personnes qui font le travail que nous, on n'a pas envie de faire. Parce que nous, aujourd'hui, on a fait des études, on a fait ci, on a fait là. Donc après, nous, on a d'autres envies, on a d'autres rêves. Après, ces gens-là, ils font le travail et eux-mêmes, je sais, quand ils le font, je sais qu'ils le font pour à leurs enfants. Et puis, j'espère que leurs enfants, ils feront pas la même chose. Mais c'est la réalité de la vie, c'est comme ça. Ouais. Parce que, on peut pas pointer du doigt les étrangers, parce que les étrangers, ils font des choses que nous, on n'a pas envie de faire. Donc ça, c'est la réalité. On va pas se cacher les choses. Donc après, c'est sûr qu'il faut que comment dire, parce qu'ils ont ouvert les frontières et tout ça, mais il faut que ça soit loyal, la concurrence. Parce que moi, personnellement, en tant que Français, je préfère favoriser les entreprises françaises. Tu travailles en France et quand tu peux pas, tu vas chercher ailleurs et pas l'inverse. Ouais. Parce que là, juste en venant ici pour faire notre interview, j'ai écouté à la radio, est-ce que je trouve pas ça normal, le bio. Le bio français, pourquoi ils ont pas les mêmes normes avec les bio étrangers? Ouais, pour moi, c'est pas normal. Ouais, parce que pour moi, à partir du moment où t'es bio, c'est injuste. C'est-à-dire les autres, s'ils ont pas les mêmes normes que la France, on n'a pas le droit. Ils votent pas en France. Parce que le problème, c'est que le Français qui voit pas très loin, et pour lui, bio, c'est bio. Ouais. Et le problème, c'est que nous, le coût du bio en France coûte beaucoup plus cher que un bio qui arrive d'Espagne. Ouais. C'est pas normal. Parce que le problème, c'est que nous, après, on n'achète pas français en pensant que tu achètes bio. Mais indirectement, tu fais un gros mal à l'économie française. Ouais. Donc, c'est important de le savoir, tout simplement. C'était entre parenthèses. Mais c'est juste pour dire que pour moi, voilà, pour moi, on est tous dans le même bateau. On veut tous s'en sortir. Mais la réalité, il faut arrêter de vouloir diviser pour mieux régner. C'est ça le problème. Ouais, c'est qu'on divise pour mieux régner. Mais non, soyons soudés. Et après, quand je dis soyez soudés, mais après, le président, il a son rôle, mais c'est pas lui de ramener du travail. Hein. Donc c'est nous, en tant que la population, de se construire son avenir. Ouais, de s'entraider, ouais. Parce que là, aujourd'hui, on est beaucoup en train de se plaindre, et il n'y a pas beaucoup qui se bougent, tu vois. Donc c'est important aussi, nous, en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, on est l'avenir de demain. Aujourd'hui, on est là, nous, on est le présent, mais après, il y a les enfants qui arrivent. Mais nous, il faut pas qu'on leur laisse rien. Parce que nous, nos ancêtres, ils ont travaillé pour qu'on ait ce qu'on a aujourd'hui. Donc, à nous de travailler et pas d'attendre après les infrastructures sociales ou quoi que ce soit qui font les choses. Parce que beaucoup, moi, j'en connais, ouais, ils se plaignent, mais t'as fait quoi? Après, surtout, moi, personnellement, Nordine Nobali, en tant que champion du monde, moi, demain, s'il faut aller même faire n'importe quel taf, si j'ai pas de taf, je vais travailler, même s'il faut aller être boueur, ce que tu veux. Ah ouais. Moi, j'essaie de valeur du travail, et moi, ça me ferait rien du tout. Je suis champion. Aujourd'hui, j'ai pas à me plaindre, mais après, si demain, pour X raison, on sait pas de quoi il fait demain, j'aurais aucun mal d'aller travailler. Maintenant, après, j'ai acquis d'autres compétences. Donc, grâce à Dieu, j'aurais pas à faire ça. Mais si demain, faudrait pour aller gagner de l'argent, je le ferai. Ouais. Parce que c'est le travail. Et si tu travailles tu peux gagner ta vie, c'est surtout ça le plus important. Parce que souvent, les personnes veulent avoir une étiquette, cela, mais c'est pas sur ça qu'il faut s'arrêter pour moi.
Ouais. Écoute, l'interview arrive un peu à sa fin. Le temps passe super vite avec toi. En tout cas, c'était super cool. Où est-ce qu'on dit aux gens de te suivre et où est-ce sur quel réseau social on les envoie? Moi, on peut me suivre tout simplement sur Instagram, Ouais. Nordi Noubali, sur ma page Facebook, Nordi Noubali, pareil. Et pour tout ce qui est professionnel sur LinkedIn. Ok. Voilà, donc, mais après, je suis accessible un peu partout. Ok, super. Bon, en tout cas, j'encourage vraiment les auditeurs à aller t'encourager, aller te suivre sur les réseaux, t'envoyer des petits messages et n'hésitez surtout pas à lui dire si l'épisode a plu parce que moi j'ai passé un super moment avec toi. Comme je te le disais, la dernière question du podcast, c'est de savoir est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive que tu me recommandes d'aller interviewer parce qu'il ou elle t'inspire un peu plus que les autres. Moi, je vais en citer deux personnes. Teddy Riner, Mhm. je le connais et en même temps, ce qu'il a fait, c'est grandiose. On a la chance, nous, aujourd'hui, de pouvoir le côtoyer car je suis pas sûr qu'un autre judoka aura la chance de faire ses performances. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui m'impressionne encore plus, c'est qu'il avait arrêté, il a repris et aujourd'hui, il se redonne une Olympiade. Donc moi, je suis du tout cœur avec lui et je pense que il doit avoir des beaux messages à faire passer Ouais. car il a aussi cette volonté, ce travail et cette persévérance qui fera qu'il sera champion olympique à Tokyo. Ouais, très sûrement. Et pour la deuxième, c'est une boxeuse. Ok. C'est une boxeuse que je côtoie pas spécialement. Hein. C'est Sarah Wamoun, Ouais. qu'elle a aussi un parcours inspirant. Moi, ça serait intéressant de l'interviewer tout simplement pour aussi toutes ces filles qui ont du mal à trouver leur repère ou trouver leur place. Parce que pour moi, ils ont tous la place. Hein. Homme ou femme, on a tous notre place dans cette société. Mm. Mais elle est arrivée dans un moment de la boxe où on n'avait pas trop la boxe féminine. Et aujourd'hui, bon, maintenant, elle est présente. Mais au départ, quand elle a commencé, Ouais. il n'y avait pas encore de compétition pour la boxe féminine. Donc elle a vraiment vécu ça de manière inégale. Ouais. Et elle a persévéré. Et aujourd'hui, elle a été quand même vice-champ olympique à Rio. Ouais. C'est énorme. Et aujourd'hui, elle est beaucoup investie sur tout ce qui est, pour Paris 2024, dans tout ce qui est sport pour les femmes. Donc, moi, je trouve qu'elle a un beau parcours. Ouais, elle est exceptionnelle. Et après, elle a un beau discours. Elle a un beau discours qui est réel, qui est fondé, parce qu'elle est partie de rien. Donc, je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes. Ok. Merci beaucoup, Nordine. De rien. Salut, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!